Bonjour et bienvenue sur CCF Le Mag, l'émission de votre actualité. Donc avant de commencer, je souhaite vous souhaiter une bonne et heureuse année remplie de bonheur, santé, de joie, d'argent et de chauffage avec les circonstances actuelles. Donc pour cette rentrée, nous allons parler gastronomie avec Roxy, de gestion de patrimoine avec Vincent. Bonjour. Nous aurons également Bruno Combi qui va nous parler d'énergie et sûrement plus que ça. Et enfin, nous allons terminer avec de l'amour avec Hélène, comme d'habitude. Oui, nous avons l'argent, la gastronomie, l'énergie et l'amour. Tout ce qu'il faut. C'est bien faut. comme programme. Hein. Ouais. Alors moi, je peux être que d'accord avec toi. Nous allons commencer par un sujet qui affecte tout le monde, avec les deux crises successives, Covid et la crise en Ukraine. Le budget patrimoine des Français se voit plus qu'imputé. Et donc, moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour 2023 pour se constituer un patrimoine. Alors, il y a plein de choses à faire. Oui. Et je vais démarrer par la nouvelle loi de finances 2023. Donc, c'est les lois budgétaires. Et donc là, ça sera la première de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, on le sait, ça s'inscrit dans un contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine, la hausse des coûts de l'énergie. Aussi, le retour de l'inflation, c'est quelque chose qu'économiquement, on avait un petit peu perdu. Et surtout, la hausse des taux obligataires. Les banques centrales américaines, européennes ont haussé leur taux directeur. Et donc, on retrouve de l'attrait pour les investissements obligataires, mais ça, j'y reviendrai ensuite. Je voulais parler de 3 choses sur la nouvelle loi de finances. Il n'y a pas de gros changements particuliers à annoncer. Des bonnes nouvelles, la première des choses, c'est la revalorisation des tranches marginales de l'impôt sur le revenu. Vous savez que l'impôt sur le revenu, c'est par tranches progressives. Et donc, ces tranches, avec notamment l'inflation et la revalorisation des prix à la consommation, sont réévaluées. Donc, c'est indexé à l'inflation et les gens ne vont pas perdre d'argent, entre guillemets, lorsqu'ils vont déclarer leurs impôts sur les revenus 2022. Plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle. Oui. Deuxième chose, c'est la poursuite des réductions d'impôts sur le Girardin, et notamment le Girardin industriel, je vais y revenir après, et l'investissement des TPE-PME. Enfin, et ça c'est une très bonne chose aussi, c'est le crédit d'impôt pour les droits de garde d'enfants. C'était plafonné à 2 300 € et ça va passer à 3 500 €. Donc j'ai un enfant avec des frais de garde de 7 000 € par an, je vais pouvoir déduire quasiment 50%, donc 3 500. C'est génial. Donc ça c'est pour la nouvelle loi de finances. Et concernant, on va dire, le produit star de 2023. Alors, c'est incontournablement l'assurance vie. D'accord. Qui a une assurance vie autour de la table ? Moi. Voilà, déjà la majorité. Elle est chef culinaire, tout fonctionne bien pour elle, elle n'a pas à s'inquiéter. Mais j'ai réfléchi. Justement. On va discuter après. Pourquoi l'assurance vie ? Alors premièrement, c'est le placement préféré des Français. Oui. C'est environ 1900 milliards. 1900 milliards que les Français ont investi dans les contrats d'assurance vie. C'est quelque chose qui a été un petit peu boudé au moment de la crise Covid. Ouais. Et aujourd'hui, ça revient fortement sur le devant de la scène. Et on le retrouve notamment au cœur des stratégies patrimoniales et financières. En tout cas, c'est quelque chose qu'on met énormément en avant chez DBF Patrimoine. Et pour plusieurs raisons, et on le voit sur l'affichage, c'est un vrai couteau suisse. Il y a de multiples possibilités. Donc, qu'est-ce que l'assurance vie ? C'est un contrat d'épargne sur lequel vous investissez. Vous investissez à votre rythme. Vous pouvez verser mensuellement. Vous pouvez l'ouvrir avec 1 000 €, 10 000 €, 50 000 €. Vous versez mensuellement, trimestriellement ou ponctuellement. Vous avez des cadeaux d'anniversaire, vous avez un bonus que votre entreprise vous a versé. Voilà, vous souhaitez l'investir parce que vous n'avez pas forcément de projet à très court terme. Et du coup, vous allez valoriser. Vous allez valoriser cet investissement sur du long terme. Et sur la valorisation, il y a plein de choses qui sont possibles à travers le contrat d'assurance vie en termes d'investissement. Donc, il y a le fonds en euros que l'on connaît, qui est le fonds des assureurs. On voit derrière, alors ça, c'est les performances de chaque possibilité d'investissement sur les 10 dernières années. Donc, le fonds euro, c'est le fonds garanti sécurisé. On est aux alentours des 2% par an. On a ensuite les fonds obligataires dont je parlais tout à l'heure, qui ont retrouvé de l'attrait, puisqu'on a des taux directeurs qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, on est en moyenne à 6,5. Donc, l'obligataire, c'est de la dette, tout simplement, soit de la dette d'État, soit de la dette d'entreprise. Donc, on est à 6,5 environ sur les 10 dernières années. Les fonds actions, où il y en a plusieurs thématiques. On va y revenir, mais il y a sur tout ce qui est développement durable, des fonds qui vont participer à la transition énergétique, des fonds immobiliers. Voilà, il y a une multitude de possibilités. Donc, les fonds immobiliers, voilà, on est environ à 4% par an. Des produits structurels, on rentre un peu plus dans
dans la partie financière, où on va avoir des coupons avec une protection du capital investi, et enfin des fonds qu'on appelle de private equity. Vous investissez dans des sociétés qui ne sont pas cotées sur le marché. Sur du long terme, là, on est plutôt sur des investissements sur une durée de 10 ans. Donc avec de la performance quand même très intéressante. Et ce qu'on retrouve généralement en investissant dans le private equity, c'est tout ce qui va être fonds d'investissement structurels sur des réseaux de télécom, sur des ponts, sur des autoroutes, des startups aussi. Donc voilà, on retrouve tout ça à travers cette typologie de fonds. Donc ça vous permet... J'ai une question du coup sur l'assurance vie. On peut le souscrire via une banque. Oui. Et quand on passe par un gestionnaire de patrimoine, quelle est la différence en fait? Alors, la différence, c'est que, en tout cas chez DBF Patrimoine, on est indépendant. Les gestionnaires de patrimoine sont majoritairement tous indépendants. Donc, on a accès, nous, à toute l'offre du marché. On ne va pas proposer l'assureur, le contrat d'assurance vie de la banque. D'accord. On va travailler avec différents assureurs et qui ont chacun leur politique aussi commerciale. Et chez DBF Patrimoine, on accompagne les contrats d'assurance vie de nos clients. Donc, on gère pour eux aussi la partie financière en fonction de leurs convictions d'investissement, en fonction de leurs projets. Et aussi de la durée d'investissement et de la part de risque naturellement qu'ils souhaitent prendre. Donc on va aussi respecter leurs convictions d'investissement. J'ai des clients qui ne veulent pas du tout investir dans l'armement, dans le tabac, dans les financières, dans les bancaires par exemple, et qui vont vouloir participer à la transition énergétique, avoir des fonds immobiliers avec un rendement, on va dire, récurrent. Donc ça dépend vraiment aussi derrière de la stratégie que souhaitent les clients. Et de son éthique. Et de son éthique. Pour le coup. Et ses convictions d'investissement. Très bien. On peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie. On n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul. Moi, par exemple, à titre personnel, j'en ai 2. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir alloué à un contrat une certaine, par exemple, stratégie d'investissement et une autre stratégie peut-être moins risquée que le premier. Donc on peut faire différentes choses. L'avantage aussi du contrat d'assurance vie, donc ce que je vous dis, on peut verser facilement dessus, mais en même temps, on peut racheter aussi. On peut mettre en place des rachats partiels programmés. On se dit, voilà, tous les mois, je souhaite racheter 300 € sur mon contrat d'assurance vie, et l'assureur va vous verser 300 € sur votre compte courant tous les mois. Donc c'est hyper souple. Je savais pas ça. C'est hyper souple. Vous pouvez faire ça pour des versements et aussi pour des rachats. D'accord. Si vous avez besoin de fonds parce que y a les cadeaux de Noël ou vous préparez un gros voyage, vous rachetez 1 000 €, 5 000 €. Voilà. C'est vraiment hyper souple. Et par rapport au livret standard qu'on retrouve chez toutes les banques, vous avez quand même des rendements un peu plus intéressants. Et surtout, vous savez un petit peu où va votre argent et ce que vous en faites. Qu'est-ce que ça veut dire racheter? Racheter, c'est-à-dire que vous prenez sur votre contrat d'assurance vie et vous le mettez sur votre compte courant. Mais c'est-à-dire qu'on va payer un pénal, on paye quelque chose ou pas? Alors, il y a de la fiscalité sur les contrats d'assurance vie. Je précise, l'assurance vie n'est pas bloquée 8 ans. J'entends souvent ça. Les 8 ans, c'est une maturité fiscale. Votre argent, vous pouvez le racheter quand vous voulez. Il est disponible. Vraiment, ça, là-dessus, je mets un point d'honneur à tout ça, parce que c'est une idée reçue où on croit que l'assurance vie est bloquée 8 ans. C'est juste la taxation des plus-values au moment où on revend qui sera variable et différente, et c'est mieux après 8 ans. Tout à fait. Moi, j'aurais une question à vous poser, un peu pour la gratter. Historiquement, l'assurance vie, moi, c'est mon père qui m'a dit il faut que tu ouvres une assurance vie il y a très longtemps. Exactement. C'est plutôt un placement de père de famille, on va dire, notamment sur les fonds en euros qui sont censés être très stables. Mais aujourd'hui, on ne vit plus une époque extrêmement stable où tout est sûr et certain pour l'avenir. Il y a même beaucoup d'incertitudes, qu'il s'agisse du niveau individuel où beaucoup de gens perdent leur argent. Donc évidemment, il y a toute la souplesse de l'assurance vie. On peut reprendre son argent quand on veut. Mais aussi du point de vue de l'économie qui devient de plus en plus instable, donc avec tous les risques actions. Et même pour ce qui autrefois était considéré comme très stable, comme les fonds euros qui sont appuyés par des obligations d'État et ce genre de choses, où il y a quand même, on parle de plus en plus de risques de défaut sur la dette d'un certain nombre de pays. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des risques, même sur l'assurance vie, réputée habituellement extrêmement stable? Alors, le risque zéro n'existe pas, ça c'est la première des choses. Maintenant, pour revenir sur la partie stratégie d'investissement et donc allocation d'actifs, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre et dans quelle proportion, c'est ça qui est important. C'est justement la gestion que l'on va faire sur du long terme. Des risques économiques, il y en a toujours eu. Après, ils revêtent différentes formes. Sur la partie fonds en euros, vous avez majoritairement des obligations d'État. Donc ça va être l'État français, l'État allemand, majoritairement, l'État italien, espagnol. Si demain, ces États-là venaient à faire défaut, je pense qu'on serait dans une crise économique et financière vraiment majeure. Et ça serait vraiment le bordel dans la rue. C'est pas totalement exclu, on a déjà une guerre en Europe, quoi. Oui, tout à fait. Maintenant, on est quand même sur aujourd'hui des États solides avec des entreprises aussi derrière
qui font aussi un peu le fleuron de chacun des pays. Sur la partie fonds euro, pour le coup, c'est pas quelque chose sur lequel je suis inquiet. Maintenant, en effet, sur des fonds actions, si on prend par exemple les fonds technologie américains sur l'année 2022, vous êtes à du moins 30, moins 40% sur ces fonds-là. Parce qu'il y a une extrême valorisation de ces fonds et on revient à une forme de consolidation sur les prix, notamment des entreprises de la tech, Apple, Facebook, Tesla, Amazon. Il y a une petite bulle quand même là-dessus. Il y a eu une bulle. Donc c'est pour aussi ça dire que la bulle a crevé et donc ça va remonter. Et c'est pour ça que je reviens sur un point fondamental, c'est vraiment la gestion des contrats d'assurance vie et cette forme de proportion au risque. Donc en effet, ça c'est vraiment la clé et c'est ce qui va faire le moteur et la performance de votre contrat d'assurance vie. Si vous le restez en fonds en euros, vous allez faire 2%, 3% chaque année. Maintenant, si vous êtes accompagné par votre gestionnaire de patrimoine et qui vous dit, voilà, là c'est le moment d'y aller. Moi, par exemple, mes clients, entre septembre et novembre, on est revenu sur des fonds obligataires datés à échéance, parce qu'on sait qu'on a un taux de rendement actuariel qui est beaucoup plus intéressant maintenant, et aussi sur des produits structurés, parce que le marché est plus volatile et c'est bénéfique aux produits structurés. Donc il y a des produits, des produits structurés que j'ai mis en place avec mes clients, où on a un coupon de 4,5 par an qui est détaché et une garantie de capital sur 3 ans. Donc là-dessus, c'est quand même assez intéressant pour les clients. Et on est supérieur à du fonds en euros qui... Là, les taux sont en train d'être annoncés. On est plutôt aux alentours de 2% sur les contrats d'assurance. Et je poursuis sur la partie fiscalité. Oui. Donc c'est là où j'en viens. En effet, entre 0 et 8 ans, je le fais dans les grandes lignes, vous avez 30% sur la part du rachat que vous faites. Donc en fait, quand vous rachetez, vous avez une part de capital et une part d'intérêt. Et ces 30% s'appliquent sur cette part d'intérêt. Et au-delà de 8 ans, et c'est là où ça devient très très intéressant, c'est que vous avez un abattement de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. Je prends un exemple, je rachète sur mon contrat 10 000 €. Sur ces 10 000 €, il y a 1 000 € d'intérêt. Mon contrat a plus de 8 ans. Je suis célibataire, donc je bénéficie de 4 600 € d'intérêt, d'abattement, qui vont venir s'imputer sur ces 1 000 € d'intérêt. Donc en fait, les 10 000 €, je vais les avoir en franchise d'impôt sur le revenu. Donc non taxé. Il y a juste la partie de prélèvements sociaux que vous avez sur les unités de compte de 17,2%. Ouais, c'est ça. Et enfin, transmettre le mieux, parce que là, on a parlé de l'assurance vie en cas de vie, mais ça sert aussi en cas de décès. C'est pour ça que c'est un véritable couteau suisse. Pour les versements réalisés avant votre 70e anniversaire, vous avez un abattement de 152 500 € par bénéficiaire désigné. Je m'explique, sur les contrats d'assurance vie... Je me suis dit, voilà, il m'a perdu, oui, je veux bien l'explication là. Sur les contrats d'assurance vie, quand vous le souscrivez, vous mettez en place une clause bénéficiaire. Et donc, vous désignez des bénéficiaires. Oui. Ça peut être votre conjoint ou votre partenaire de PACS qui, eux, dans tous les cas, sont exonérés de droits de succession, sachant que l'assurance vie, c'est hors succession. Et enfin, vous pouvez désigner vos enfants, votre voisin, vos cousins, votre sœur. Pour tout l'argent que vous versez sur votre contrat d'assurance vie avant votre 70e anniversaire, vous pouvez transmettre 152 500 € par bénéficiaire désigné. Et après, il y a encore un autre petit abattement. Il y a un autre abattement. Je prends mon cas, je suis parent, j'ai 2 enfants, mon contrat fait, j'arrondis les chiffres, 300 000 €. Je désigne mes 2 enfants par parts égales, 50% chacun. Ils auront 300 000 € en franchise de droit. D'accord, génial. Il n'y a pas de droit de succession, en fait. Il n'y a pas de droit de succession, parce que l'assurance vie, c'est hors succession. Donc c'est vraiment un outil patrimonial au-delà, on va dire, du côté de l'investissement et de la valorisation de son épargne. Il y a aussi les aléas de la vie qui font que vous pouvez, ça sert entre guillemets un peu de prévoyance pour bien les sûr, personnes qui vous donc sont chères. c'est en France, il n'y a que l'assurance vie pour faire un bon investissement. Alors, parce on a bien dit que c'était le produit star. C'est le produit star. Non, mais parce que ici, moi je suis voisine en Italie, c'est pas du tout pareil lors des successions. Mais quand tu as un bien immobilier en France, tu dois donner 40% à l'État. C'est-à-dire au cas... Ça dépend du montant de la succession quand même. Ouais, il y a une partie où tu payes pas de droit de succession et ensuite c'est par tranche. Exactement. Et ensuite il y a une grande tranche qui fait 20%. Tant que tu n'es pas millionnaire, tu payes pas plus de 20% quand même en gros. C'est ça, en moyenne c'est 20%. Et pour les versements que vous réalisez après votre 70e anniversaire sur votre contrat d'assurance vie, il y a un abattement là de 30 500 €, mais que les bénéficiaires se partagent. Donc on voit qu'avant 70 ans et après 70 ans, on n'est plus du tout sur la même fiscalité. Oui. D'où l'importance vraiment d'ouvrir un contrat d'assurance vie, de l'alimenter et justement de valoriser son épargne dans le temps. Et ça répond, ce que je vous dis avant, à plein de projets. Ça vous permet de mettre de l'épargne pour avoir un apport pour acheter votre résidence principale. Vous pouvez mettre ce contrat en garantie si vous faites un crédit pour un investissement locatif. Ça permet de préparer sa retraite. Je sais que j'en avais parlé il y a quelques mois sur ce même plateau de la retraite, mais
C'est aussi un autre moyen de compléter vos revenus et aussi de votre retraite, de piocher sur votre contrat, comme j'en ai parlé tout à l'heure, Oui. et d'arrondir entre guillemets vos fins de mois par ce biais-là. Donc vraiment, c'est vraiment le produit phare, c'est le produit qui a le plus de souplesse aujourd'hui et qui vous permet d'investir sur énormément de choses. Et du coup, en résumé pour 2023, si on veut se constituer un petit patrimoine, commencer, on mise tout sur l'assurance vie, c'est ça? Non, jamais tout. Tous les œufs dans le même panier. C'est ça, il faut diversifier, mais en effet, un contrat d'assurance vie, ça, c'est jamais une mauvaise idée. D'accord. Maintenant, je mets un point d'attention vraiment sur la gestion. C'est vraiment ça qui fera sa valeur ajoutée sur le long terme. La gestion et le gestionnaire avec les stratégies qui vont avec. Complètement. Merci beaucoup Vincent. Alors, on va passer directement à Roxy. Il n'y a pas de transition entre le patrimoine et la gastronomie. Mais oui, qu'il y en a parce qu'il faut bien manger. Ah bah oui, pour investir. Pour investir. Tu as raison. Donc c'est le premier investissement qu'on peut faire sur soi. Donc tu as raison. Tous les jours. Je pense qu'il est là. Très bien fait. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Alors là, il fait très très froid quand même en cette période-là. Hein. Donc, disons, je sais pas si c'est très raisonnable après les fêtes, tout ce qu'on a mangé après les fêtes, mais là, je vais plaisir. Il faut se faire plaisir. Oui. Donc, je vous ai préparé mon plat de lasagne. Ah, on aime. Donc, donc alors là, c'est vraiment, vous allez regarder tout en vidéo là. Oui. C'est parti. Alors, on regarde. Bonne année tout le monde, bonne année Béa. Alors aujourd'hui, je vais vous concocter mes lasagnes. Avec ce froid, ça va réchauffer votre petit cœur. Et là, la base de notre lasagne, c'est la sauce bolognaise. Donc il y a 800 g de viande hachée. Là, il y a quoi faire un bouquet garni avec du thym, des lauriers, du persil. Je suis en train de réaliser notre béchamel. Donc j'ai fait fondre le beurre et je rajoute la farine. Je commence par réaliser les pâtes fraîches. Donc là, nous avons 500 g de farine pour 5 œufs. Donc 100 g de farine pour un œuf et demi. Donc on fait un petit puits au milieu comme ça. Et là, on met dedans. Et puis la consistance est un peu comme ça. On peut continuer là-dessus. C'est trop bon, les lasagnes de maman. J'adore, mais c'est excellent. Eh ben, ça, c'est un comfort food. C'est comme ça qu'on dit. C'est quelque chose que ça fait bien au moral. Et puis, c'est vraiment, je sais pas, en Italie,
quand on prépare un plat à quelqu'un, on transmet de l'amour. Donc, j'ai peut-être pas écrit amour là-dedans, mais à un moment donné, il y avait une assiette avec le mot amour, mais c'est hyper important parce que tu passes du temps. Et franchement, cette recette, elle est déclinable aussi sans gluten. Oui. Et à la place des lasagnes, parfois, l'été, pour la faire un petit peu plus légère, on peut mettre des courgettes. C'est-à-dire couper à la mandoline et vous les mettez en étage. C'est-à-dire, voilà. Et puis... Qu'est-ce que tu ne nous as pas montré dans cette Alors, les choses que je n'ai pas montrées. Quand vous faites la pâte, il faut la laisser reposer. Oui. C'est-à-dire la faire reposer... alors, il faut compter pour faire une pâte fraîche. Il faut compter, j'ai dit, un œuf et demi pour 100 grammes. Donc... Après, là, pour 6 personnes, j'ai fait 500 grammes. À la limite, ça se jette pas. Tu peux le manger le jour après. Tu fais des tagliatelles, des mal coupés, et tac, tu mets tout ça dans une sauce. Et tac. Et du coup, ça prend combien de temps pour faire la pâte? Bon, alors, ça dépend si tu es à l'aise. Moi, je la fais facilement parce qu'on peut la faire aussi grâce à la planétaire. C'est-à-dire, il faut utiliser la machine. Oui. Tu peux mettre tout dedans et il va t'aider un petit peu. Mais après, le travail, c'est le laminoir. Oui. Moi, j'ai un laminoir électrique. Ah. Bon, il faut investir. Voilà, pour la Saint-Valentin en mois février. Elle l'a placé. Voilà, on peut offrir un laminoir. Oui. C'est un plat qu'on peut... Franchement, le laminoir, c'est génial d'avoir chez soi parce que, voilà, on l'utilise, tout passe dedans, trac. La pâte, il faut la travailler. On peut faire à l'ancienne avec le rouleau à pâtisserie, non? Mais c'est moins fin. Ça, c'est oui. Mais après, il faut avoir la place. C'est-à-dire, il faut avoir du bois pour travailler des pâtes. Il faut avoir un plan de travail assez conséquent. Et là, on y va. On peut toujours le faire. Mais disons que je donne un petit peu des idées aux hommes, ou même les femmes aux hommes. Ouais, parce qu'on n'est pas capable d'avoir des idées tout seul. Sinon, les femmes aux hommes aussi, parce qu'un homme, il peut aussi faire des lasagnes. Mais oui. Et ben voilà. Et après, autre chose que j'ai pas montré, parfois, j'ai mixé aussi hyper important, c'est la sauce bolognaise. Hein. C'est la qualité, le temps que vous allez la laisser mijoter. Et puis moi, je passe un coup de mix. Girafe, c'est le pied plongeur pour que le truc il soit bien lisse, plus lisse la viande. Et puis il n'y a plus qu'à déguster. Après, il faut déguster et encore mieux. Oui. Moi, quand j'ai fait ça, on met du temps, mais on peut la congeler. Oui. C'est-à-dire, et on peut la faire aussi le jour d'avant pour le jour d'après. D'accord. Oui. Parfois, il y a une autre école. Les pâtes fraîches, on peut aussi les passer dans l'eau chaude et avant de les composer. D'accord. Sinon, moi, la chose que j'ai fait, je les badigeonne avec un pinceau, avec un petit peu d'eau chaude. Parce que lors de la cuisson, il ne devient pas complètement sec dans le four, mais de toute façon, ça ne va pas impacter parce qu'ils sont très fines, faits au laminoir. Oui, donc c'est avec fantastique. le laminoir, pas avec le rouleau. En cas de blackout, il nous restera le rouleau. Le rouleau, c'est ça. Ben voilà, ça c'est un plat qui peut conquérir n'importe qui. Ah, un bon entendeur, hein. Voilà, avis à la population. Merci beaucoup, Roxy. Alors là aussi, je crois qu'il n'y a pas trop de transition, je n'ai pas encore trouvé entre... Si, je vais vous la faire. Allez-y, je vous écoute. Merci Vincent pour les bons conseils de gestion de patrimoine. Merci Roxy pour l'alimentation, c'est la chose la plus importante au monde. Oui. Et comme on a pu le voir dans tes explications, pour faire marcher le laminoir électrique, eh bien, il nous faut un petit peu d'énergie. D'accord. Donc voilà la transition. Merci. Voilà, donc je vous présente Bruno Combi, qui est expert en énergie et président de l'association des écologistes pour le nucléaire. Voilà. Donc on est là aujourd'hui suite à la crise énergétique qu'on est en train de vivre. Et moi, ce que je voulais savoir pour 2023, quels étaient les enjeux nationaux, voire internationaux, pour cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques bribes de ces enjeux actuels? Bien sûr, Béatrice, et avec plaisir. Donc d'abord, ce n'est pas un enjeu spécifiquement nouveau en 2023, même s'il prend une acuité particulière ces temps-ci, puisque l'énergie, c'est la base
de toute la vie, de toute l'activité dans tous les domaines, de la gestion de patrimoine à la cuisine, mais aussi pour se chauffer chez soi, pour faire la cuisson des aliments, pour l'eau chaude pour prendre sa douche. Et c'est ça qui fait marcher toutes les usines, c'est ça qui fait avancer nos voitures, c'est ça qui fait... c'est à la base de l'économie, en réalité. Alors autrefois, on vivait dans la nature, on avait nos 2 bras, nos 2 jambes pour se déplacer, nos 2 bras pour travailler. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie dont on dispose à notre service, en quelque sorte, c'est ça qui explique le niveau de vie élevé qu'on a maintenant et qui n'existait pas à l'époque préhistorique ou même au Moyen-Âge. En fait, l'énergie du corps humain, c'est de l'ordre de 200 watts environ. Ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, 200 watts, c'est une puissance toute petite en réalité. C'est 2 ampoules électriques à filament, un peu plus si c'est des LED. Mais donc le corps humain dispose d'un peu d'énergie sous forme des calories qu'on mange, qu'on va transformer en travail mécanique ou en chaleur pour chauffer notre corps. Mais c'est de l'ordre de 200 watts. Et l'énergie qu'on consomme aujourd'hui en moyenne, chaque Français dans les pays développés, alors c'est 2-3 fois plus pour les Américains ou les Australiens, mais nous, Français, c'est aussi de l'ordre de 10 ou 20 fois plus que des habitants du Bangladesh. Mais nous, Français, l'énergie dont on dispose, c'est à peu près comme si on avait une centaine d'esclaves en permanence à notre disposition, qui rament avec leurs 200 watts pour nous 24 heures sur 24 en moyenne. Quelquefois, quand on prend sa voiture et qu'on avance sur l'autoroute, on a des milliers d'esclaves qui poussent le moteur de notre voiture. Et combien d'hamsters alors ? Ça va jusqu'à 100 kilowatts, un moteur de voiture électrique par exemple. Oui. Donc on se rend pas compte de cette chance qu'on a d'avoir l'énergie à notre disposition, c'est-à-dire que le moindre salarié aujourd'hui, même avec un petit salaire au SMIC, c'est comme s'il a des centaines d'esclaves, 24 heures sur 24 à sa disposition, grâce à l'énergie, en fait, qui chauffe sa maison, qui fait pousser sa voiture, qui fait marcher le métro qu'il va prendre si on prend les transports publics, qui fait la cuisson pour ses aliments, etc. Donc tout fonctionne en fait sur la base de ces énergies, et l'énergie que nous on déploie avec nos bras en faisant des pompes ou en faisant du vélo, elle est presque devenue négligeable en fait par rapport au niveau de vie qu'on peut avoir. Donc c'est très important parce que si on perd cette énergie dont on dispose aujourd'hui, ça veut dire qu'on perd nos centaines ou nos milliers d'esclaves et qu'on se retrouve comme au Moyen-Âge avec uniquement nos 2 bras et nos jambes qui nous restent. Et avec ça, dans le monde moderne, on n'ira pas très loin. C'est 99,9% de régression, si vous voulez. Et donc c'est bien ça qui fait toute l'acuité de la crise énergétique en ce moment. Donc on arrive maintenant sur le sujet après cette petite introduction. C'est que on a eu coup sur coup plusieurs événements internationaux, les choses évoluent avec le temps, l'histoire suit son cours, et on a cette crise énergétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les conséquences ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais tâcher de répondre à ces différentes questions sans être trop long. Oui, parce que moi, après, j'ai aussi d'autres questions pour vous. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on a eu d'abord... le pétrole et le gaz, qui sont devenus les énergies dominantes. Oui. Il y a eu d'abord le charbon, et puis le pétrole, et le gaz qui pénètre très fort. Mais le pétrole et le gaz et le charbon sont des énergies à base de carbone. On brûle ce carbone pour faire du CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, donc il y a le problème du réchauffement climatique. Et ensuite, donc ça pollue, mais en plus, ce sont des ressources finies, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une certaine quantité dans la nature, et malheureusement, pas beaucoup chez nous. Donc, on n'est pas spécialement avantagé. Donc, à travers des partenariats, des exploitations pétrolières ou gazières qui viennent d'autres pays. Moi, mon père a longtemps coopéré, par exemple, pour mettre en production le gaz russe en Sibérie, avant de prendre sa retraite. Mais on est dépendant de ces énergies qui viennent d'ailleurs. Et on en est extrêmement dépendant, comme on a pu le voir. Or, suite à des tensions géostratégiques internationales, donc les Américains avec les Russes, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur un certain nombre de choses. Et la conclusion concrète, c'est qu'on s'est fait couper le gazoduc Nord Stream, qui amenait 40% du gaz en Europe. Heureusement, il reste encore un peu de gaz qui vient d'ailleurs, on a pu constituer des stocks, on a accepté de payer le gaz beaucoup plus cher, et c'est un vrai problème économique. Parce que ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, qui est le seul gaz en fait qui peut remplacer le gaz qui ne vient plus de Russie et de Sibérie, il coûte 3 à 5 fois plus cher. Donc c'est pour ça qu'il y a un choc des prix, si vous voulez, parce que le gaz brutalement coûte beaucoup plus cher. Et ce choc des prix sur le gaz a induit un choc des prix sur l'électricité, parce que le système de fixation des prix de l'électricité est indexé sur le gaz. C'est-à-dire que si le gaz augmente, le prix de l'électricité augmente dans la même proportion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est juste des choix économiques qui ont été faits de fixer les prix comme ça.
C'est comme ça que le système fixe les prix. Et par contre, le prix de production de l'électricité en France n'a pas vraiment changé, puisque l'électricité était hydraulique et nucléaire. Elle est toujours hydraulique et nucléaire. Il y a des problèmes conjoncturels sur la disponibilité des réacteurs cet hiver, mais c'est en train de disparaître. Hein. Oui. Et par malheur, c'était au même moment. Mais c'est conjoncturel, ça va passer. On a déjà fait la moitié, et plus de la moitié de la remontada, si vous voulez. Parce que alors, c'était l'une de mes questions, parce qu'au mois de septembre, on nous avait annoncé un scénario catastrophe. Alors, est-ce que c'était pour nous faire peur, ou est-ce que c'était vraiment réel? Non, il y avait un vrai risque, parce que la situation était simple. En été, on a besoin de 2 fois moins d'électricité que d'habitude, qu'en hiver, parce qu'on ne se chauffe pas. Donc tous les étés, il y a moins de disponibilité de réacteurs parce qu'on les arrête pour faire la maintenance. C'est le bon moment pour les arrêter. Comme ça, ils sont pleinement disponibles en hiver. Mais la crise du Covid a bousculé les plannings des arrêts parce que les arrêts des réacteurs nucléaires précédents ont été prolongés. Du coup, ils n'étaient pas disponibles. Il a fallu repousser la date d'arrêt des suivants. Donc il y avait déjà des tensions sur le planning à cause de la crise du Covid. Et par-dessus ça est arrivée l'histoire de la corrosion sous contrainte où il a fallu, par précaution, parce que dans le nucléaire, on fait très attention, arrêter les réacteurs de manière préventive. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de fuite. C'était juste au cas où, on a arrêté les réacteurs pour les vérifier parce qu'il y avait une suspicion qu'il pouvait y avoir un risque. Donc on a arrêté brutalement beaucoup de réacteurs. Au début, c'était l'été, donc ce n'était pas gênant. Oui. Mais à cause du planning qui est toujours un peu plus long que prévu, ça a commencé à manger sur l'hiver. Donc en septembre, c'était effectivement la grosse cata, où on avait moins de la moitié des réacteurs disponibles alors que l'hiver approchait. Et en hiver, on en a besoin. Et donc là, ça a été branle-bas de combat, et les réacteurs ont été remis le plus vite possible, mais évidemment, les travaux, ça traîne toujours sur toutes ces difficultés qui se rajoutaient sur la difficulté. Et donc actuellement, c'est quand même en bonne voie, d'abord parce qu'on a eu de la chance, l'hiver a été doux. Oui. Et on a un peu joué à la roulette russe en se disant, on espère que l'hiver sera doux, et par chance, on a gagné. On a joué à la roulette russe, il y avait six trous, une balle dans le barillet, on a joué l'hiver et on a gagné, on n'est pas tombé sur l'hiver difficile. J'ai une question, comment c'est possible qu'un pays comme la France, qui a environ 45 réacteurs nucléaires, 56, il puisse être en panne d'énergie? C'est parce que c'est quoi? C'est le problème des éoliennes et parce qu'on achète l'énergie à l'Allemagne. Alors, je vais vous expliquer. D'abord, les éoliennes ne sont pas un instrument de production d'énergie fiable. C'est intermittent. Il y a du vent. Les éoliennes, ça produit de l'énergie le jour où il y a du vent, mais 3 jours sur 4, il n'y a pas de vent ou très peu de vent, donc ça produit rien du tout. Et c'est fonction du cube de la vitesse du vent. C'est-à-dire que si vous avez 2 fois moins de vent, il n'y a pas 2 fois moins d'énergie, il y a 8 fois moins d'énergie. 2 fois 2 fois 2. Si vous avez 4 fois moins de vent, vous avez 64 fois moins d'énergie, c'est-à-dire quasiment rien. Donc, c'est très intermittent. L'éolienne, on ne peut pas compter dessus. Le solaire, c'est pareil. Ça produit en moyenne 10-20% maximum de la capacité installée. Donc, quand on vous dit qu'on installe 1 mégawatt d'éolien ou de solaire, en fait, ça va produire 1 mégawatt 10-20% du temps. Et l'hydraulique ? L'hydraulique, ça dépend de l'hydraulique. L'hydraulique, au fil de l'eau, il produit quand il y a de l'eau. D'accord, pareil. Sur les rivières, si vous voulez. L'hydraulique de lacs, de barrages, là, c'est formidable parce qu'on peut stocker. Oui. Donc, c'est le principal moyen de stockage de l'énergie en France et dans tous les pays développés, c'est l'hydraulique. C'est-à-dire qu'on va garder l'eau dans le barrage et quand on aura besoin d'électricité, à ce moment-là, on ouvre le robinet et l'eau passe dans la turbine et produit l'électricité au moment où on en a besoin. Donc, l'hydraulique, c'est souple, ça s'adapte aux besoins. Ça, c'est très fort. C'est très important pour l'équilibre du réseau électrique. Et les éoliennes et le solaire, c'est l'inverse. C'est le réseau électrique qui doit s'adapter au moment où il y a du soleil. Alors, ça ne correspond pas du tout à la demande et au moment où vous appuyez sur votre interrupteur où vous avez besoin de cuisiner vos lasagnes. Oui. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est d'avoir des énergies qui sont soit stockables, c'est l'idéal, comme l'hydraulique. En France, ça fait 15% de l'électricité. Mais il faut quand même faire les 85% restants. Donc ensuite, comme on n'a pas d'autre moyen de stocker massivement de l'énergie pour l'instant, il faut un moyen au minimum qui soit pilotable, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton et ça marche quand on en a besoin. Et donc ça, on avait le gaz, sauf qu'on nous a coupé le gaz. Monsieur Poutine n'est pas très gentil avec le gaz. Et en plus, les personnes, on ne sait pas qui c'est, on a une petite idée, mais on parle des Américains, nous ont coupé le gazoduc Nord Stream. Ouais. Donc, 40% de notre approvisionnement en gaz est à sec.
Oui, donc la prédiction pour l'hiver, c'était pas de gaz, peut-être un hiver froid, et la moitié des centrales nucléaires en rade en septembre. Donc évidemment, ça commençait très mal. Donc on a fait venir autant de gaz naturel liquéfié qu'on a pu en le payant à prix d'or, ce qui n'est pas bon du tout pour l'économie. Ouais. Et les Américains, soi-disant, sont venus nous sauver. En fait, ils viennent assécher notre économie et faire un transfert massif de l'euro vers le dollar à travers ça. Bien sûr. C'est nos amis, mais gardez-moi de mes amis quand il s'agit d'argent. Hein. C'est ça. Ensuite, donc, l'électricité, EDF a mis les bouchées doubles. Il y a beaucoup d'excellents ingénieurs à EDF pour redémarrer tous les réacteurs le plus vite possible. Et plus de la moitié des réacteurs qui étaient arrêtés ont été redémarrés. Donc maintenant, on est au cœur de l'hiver. Et on était descendu, donc le parc de production nucléaire qui fait 63,2 gigawatts avant l'arrêt de Fessenheim, qui était une grande bêtise, il ne fallait pas l'arrêter, le réacteur marchait parfaitement. C'est passé à 61,4 gigawatts, puisque ça fait 2 fois 900 mégawatts, ça fait 1,8 mégawatts. Donc il nous reste 61,4 gigawatts de production nucléaire possible aujourd'hui en France. On vous fait confiance. Et avec l'histoire des arrêts de réacteurs et des phasages de planning et tout ça, on était descendu en septembre à moins de 30 gigawatts. Voilà. Donc depuis, on a remonté. Actuellement, on est à 45 gigawatts. Ouais. Donc on a fait la moitié de la remontada. Il y a le réacteur de Civaux numéro 1, qui était le premier réacteur où on a vu une histoire de petites micro-fissures sur le circuit annexe, sur des petits circuits annexes. Donc par précaution, on a vérifié tous les autres réacteurs pour ne pas prendre le moindre risque. Donc ce réacteur Civaux 1, qui était le premier qui avait été diagnostiqué avec les problèmes, va être mis en service cette semaine. Donc on va remonter de nouveau de 45 gigawatts à 46,4 environ gigawatts, puisque c'est un réacteur de 1450 mégawatts, et 1,4 gigawatts. Excusez-moi, c'est un peu technique. Oui, non, mais là, oui. Donc on continue la remontada, et d'ici la fin de l'hiver, on aura tout remonté. Donc pour l'hiver prochain, ça devrait être mieux sur le plan de la production nucléaire, mais par contre, ça devrait être pire sur le plan du gaz. Alors, permettez-moi juste une question. Étant donné que la situation s'améliore, est-ce que ça va s'améliorer aussi au niveau du prix rapidement? Alors, oui, la situation s'améliore déjà au niveau du prix aussi, puisque vous savez que les prix de l'électricité sur le marché de gros, qui ne sont pas le prix que payent les particuliers ont une sorte de prix stable. Et après, c'est aux compagnies qui produisent l'énergie, notamment EDF, qui souvent produit l'électricité pas chère avec le nucléaire. Elle est revendue à ses propres concurrents, on l'oblige à revendre à ses concurrents à 4 centimes le kilowattheure. Nous, on achète des kilowattheures à la maison. Donc EDF vend 4 centimes le kilowattheure. Nous, on paye environ entre 15 et 18 centimes environ le kilowattheure en tant que client particulier. Les opérateurs alternatifs qui, eux, ne produisent rien du tout, c'est des purs spéculateurs, en fait. Ils achètent à 4 centimes et aujourd'hui, ils revendent sur le marché de gros à des prix à 1000 euros le mégawattheure. 2000 euros le mégawattheure, c'est n'importe quoi. Mais le problème n'est pas avec EDF, en l'occurrence, c'est un problème de fixation du prix et d'organisation du marché. Donc ça peut se corriger. Le problème, c'est que c'est le fruit de longues négociations entre des centaines de compagnies privées différentes, entre des dizaines de pays différents avec des réseaux électriques interconnectés, et qu'on ne peut pas tout d'un coup donner un grand coup de pied dans la fourmilière et tout bousculer. Autrefois, c'était simple. On avait une compagnie qui s'appelait EDF en France, qui produisait toute l'électricité, qui se débrouillait pour la produire la plupart du temps pas cher, mais de temps en temps en pointe, il fallait quand même brûler du gaz ou apporter un peu d'énergie qui venait d'ailleurs, mais très peu. Et donc c'était tout le temps pas cher et de temps en temps plus cher, donc ça nous a un prix moyen pas très cher quand même. Et puis le particulier, il voit pas tout ça, il ne s'occupe pas de la bourse de l'énergie et tout ça, il paye son prix tout le temps, 15 centimes ou 18 centimes le kilowattheure. C'est simple. La difficulté, c'est que maintenant, on a créé une bonne cinquantaine d'opérateurs alternatifs qui eux aussi vendent de l'électricité. Donc des gens qui ont créé des sociétés, qui ont investi des millions d'euros pour créer des sociétés, qui ont levé des fonds en bourse, etc. Et on leur a donné le droit d'exister. Et donc eux, ils achètent avec un prix garanti à 4 centimes le kilowattheure et ils revendent au prix du marché, évidemment. Ils n'ont pas de raison de faire de cadeaux. Le prix du marché, il est 10, 100, voire 1000 fois plus cher. Et donc, EDF, on l'a mis en faillite en l'obligeant à revendre son électricité à 4 centimes. Et après, comme il en manque, il est obligé de le racheter à 1000 euros le mégawattheure. Donc, EDF se retrouve en faillite. Et on a enrichi en donnant des centaines de millions d'euros ou des milliards d'euros à des petites compagnies privées sorties de nulle part, qui sont des spéculateurs purs, qui n'ont investi 0 centime. Ils étaient gagnants à tous les coups, puisqu'on leur garantit qu'ils auront l'électricité à 4 centimes, au moins une certaine quantité, et qu'ils peuvent revendre au prix du marché. Et si le prix du marché baisse, alors ils peuvent acheter au prix du marché.
Ils sont plus obligés d'acheter à 4 centimes. C'est Donc, vraiment... c'est pile je gagne, face tu perds. Donc c'est dingue. super pour les gars qui ont créé les nouvelles startups. Oui. Mais du coup, on met en faillite l'opérateur historique qui est EDF. C'est pas de la faute d'EDF. On l'a obligé par la loi à perdre des milliards d'euros. Et donc, ils se retrouvent en très grande difficulté financière. Oui. Et on a enrichi en milliards d'euros des spéculateurs sortis de nulle part qui créent des fortunes rapides vite faites, sans aucun risque. Et au début, le but, c'était de se dire, oui, mais on va leur donner de l'argent comme ça au début, et puis ils vont du coup investir, et ça fera une concurrence, une vraie concurrence, etc. Sauf qu'ils n'ont rien investi du tout. Ils ont juste pris les milliards d'euros pour eux. Et ils ont construit aucune usine. Ils gardent l'argent pour eux, ils s'arrangent avec les amis, ils stockent, ils mettent de l'argent de Donc j'ai côté. raison que je suis restée chez EDF. Moi aussi. Oui, il faut rester chez EDF parce que c'est moins cher que les opérateurs alternatifs. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont résilié chez les opérateurs alternatifs, qui retournent tous en bas chez EDF, qui est obligé du coup de racheter encore plus d'électricité à 1000 euros le mégawattheure pour satisfaire tous les nouveaux clients qu'il est obligé de prendre. Alors, moi, je voulais revenir donc sur... on marche un peu sur la tête. C'est une question d'organisation politique. Oui. C'est-à-dire que la crise dans laquelle on est, elle est essentiellement le résultat d'erreurs stratégiques et politiques qui se sont accumulées, alors tous bords confondus, on ne fait pas de politique ici, c'est sûr. au fil des années. Pour que vous compreniez bien, en fait, dans les années 90, la France avait besoin de 440 TWh la consommation en France d'électricité. Aujourd'hui, avant la crise du Covid, qui a un peu changé les choses, c'était 480 TWh par an, donc la consommation d'électricité en France. Donc la consommation a augmenté de 10% en 20 ans. Et dans le même temps, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, on a arrêté presque toutes les centrales au charbon, sauf une ou deux qu'on a redémarrées récemment à cause de l'urgence. Donc on a arrêté les centrales au charbon, on a arrêté d'abord Superphénix, puis les 2 réacteurs de Fessenheim, donc ça fait quand même presque 3000 mégawatts qui nous manquent. C'est pas rien sur 60, c'est que de l'ordre de 5%, mais ça se rajoute au reste. Et on a remplacé tout ça par du gaz, parce qu'il y a 20 ans, c'est ce qui était le moins cher avant les tensions avec l'Ukraine, la Russie, etc. Mais moi, ça fait 20 ans que je prédis qu'il va y avoir des gros problèmes, parce que le gaz, il vient pas de chez nous, que le pétrole, il vient pas de chez nous, et que c'est le talon d'Achille de l'humanité. C'est ces gros flux énergétiques dont on est dépendant de choses qui viennent de l'extérieur, et on peut se faire couper le robinet. Donc on a remplacé toutes les centrales au charbon qu'on a arrêtées uniquement par du gaz, et là-dessus, Poutine arrive et dit « je vous coupe le gaz ». C'était parfaitement prédictible, moi je l'avais prédit il y a 20 ans. Il fallait pas faire ça, il fallait juste construire plus de nucléaire. Voilà. Et à ce moment-là, si on a quelques centrales qui sont en réparation, c'est pas grave, il reste les autres. Et justement, sauf que la mode était devenue anti-nucléaire. Donc au lieu de construire des réacteurs nucléaires, le seul qu'on a mis en chantier depuis 20 ans, ça fait plus de 20 ans, à chaque fois on repousse, on dit on verra l'année prochaine, c'est pas urgent, on verra. Et puis on développe des renouvelables à la place. Mais les renouvelables, ça produit quand le soleil veut bien briller. Quand le vent veut bien souffler, et au cœur de l'hiver, qui est le moment où on a le plus besoin d'électricité, en général, il n'y a pas de soleil et il n'y a pas de vent. Pourquoi il n'y a pas de soleil ? Parce que c'est l'hiver et qu'il y a plein de nuages. Et pourquoi il n'y a pas de vent ? Parce que quand il fait très froid, c'est qu'il y a un anticyclone sur la France, et l'anticyclone, c'est synonyme de faible vent, du point de vue de la météo. Ça veut dire que la pression est plutôt basse, et qu'en général, il y a beaucoup de vent quand il y a un cyclone, comme on comprend tous, quand il y a une dépression. Et l'anticyclone, c'est quand il y a une pression plus élevée. Donc finalement, vous dites que les énergies renouvelables ne nous servent que quand on n'en a pas besoin. Exactement, vous avez tout compris. Donc c'est bien pour la mode, ça fait bien, mais ça sert surtout quand on n'en a pas besoin. Et il y en a très peu au moment où on en a le plus besoin. Or, ce qui doit dimensionner un parc de production électrique, c'est le moment de la pointe, c'est le moment où on en a le plus besoin. De la même manière que quand on achète une voiture, qui est un investissement, on va choisir la voiture en fonction du nombre d'enfants qu'on a et du nombre de personnes qu'on doit transporter le jour du plus gros transport. Donc si on a 3 enfants et qu'on est 2, il nous faut une voiture avec au moins 5 sièges. Et bien le parc de production électrique, c'est pareil. On dimensionne en fonction du courant dont on est sûr qu'on disposera le jour où on aura le besoin maximum, c'est-à-dire le jour le plus froid en hiver pour la France. Donc les énergies intermittentes sont inutiles puisqu'elles peuvent compter pour 0, notamment les jours où il fait froid. Donc ça sert à rien dans le dimensionnement du parc électrique. Il faut de toute façon une autre capacité fiable et pilotable disponible le jour où on en a besoin, c'est-à-dire nucléaire ou gaz ou charbon. Mais comme le gaz et le charbon, on a vu qu'il y avait réchauffement climatique, on voulait lutter contre, et on n'a que le nucléaire en réalité. Sachant que le nucléaire, c'est le fleuron français quand même. Donc l'attitude des écologistes qui ne sont pas pro-nucléaire, qui consiste à dire
on arrête le nucléaire pour faire des renouvelables, c'est idiot, ça ne peut pas marcher. On va dans le mur avec ça, et c'est pour ça qu'on n'est pas complètement dans le mur aujourd'hui, mais qu'on est très près du mur cet hiver. C'est à cause de cette idéologie antinucléaire qui a égaré les Français et les dirigeants en particulier, et les Allemands encore pire que nous. Ouais. Donc le choc économique qu'on connaît déjà en France est bien pire pour l'Allemagne. Parce qu'ils ont arrêté tous leurs réacteurs nucléaires. Alors ils ont décidé de repousser l'arrêt des 3 derniers, là. Mais pour eux, c'est déjà une difficulté psychologique, idéologique, parce qu'ils sont obligés de dire le contraire de ce qu'ils disaient avant. Mais puis il n'en reste plus que 3. Alors qu'avant, ils en avaient une bonne vingtaine. Il y en avait 28 au départ en Allemagne. Et nous, on en a 56. Donc on va surmonter la crise bien mieux que les Allemands. Les Allemands vont payer cher. Le problème, c'est que tout le marché de l'électricité qui dysfonctionne, comme on le disait, il a été mis en place notamment avec beaucoup de pression de la part de l'Allemagne, parce que ça allait, à l'époque où le gaz était pas cher, c'était bon pour les Allemands. Le gazoduc Nord Stream, il arrive en Allemagne. Oui. C'était comme un hub gazier qui contrôlait toute l'économie de toute l'Europe. L'Allemagne avait pris les commandes sur tout le monde et fait des accords avec Poutine, etc. Sauf que tout ça a volé en éclats aujourd'hui. On voit bien. Et l'Allemagne ne veut pas changer le marché de l'électricité parce que ça reviendrait à favoriser la France par rapport à l'Allemagne. Et j'avais une question. Il y a quelques mois de ça, le président Macron avait parlé de création, de fermer les centrales actuelles pour créer des mini-centrales nucléaires. Alors, est-ce que c'est du non-sens aussi, cette ambition ? Pour la France, ça ne changera pas grand-chose. D'accord. Je vous explique. Il y a des grosses centrales et des petites centrales. C'est comme les voitures. Vous avez des grosses voitures qui vont loin, qui conduisent vite, etc. Puis vous avez des petites voitures plus petites pour la ville, par exemple, ou des trottinettes, même, pour se déplacer avec des plus petits moteurs. L'électricité, c'est pareil. On peut faire avec des petites centrales et des grosses centrales. Autrefois, on n'avait que des petites centrales. Puis avec le temps, on a fait des centrales de plus en plus grosses parce qu'en économie, il y a un truc qui s'appelle le facteur d'échelle. Plus l'usine est grosse, plus les investissements vont être répartis sur des grandes quantités et plus le prix sera bas. Donc quand on a un gros réseau électrique, on a toujours intérêt à faire des grosses centrales parce que ça reviendra avec un kilowattheure moins cher, donc à favoriser l'économie davantage. Donc pour un gros réseau électrique comme celui de la France ou interconnecté comme celui de l'Europe, ça sera toujours des grosses centrales. L'histoire des petits réacteurs, ça peut être intéressant pour la Corse, pour l'île de la Réunion, pour Tahiti, pour l'Alaska, pour le nord de la Sibérie, les endroits qui sont loin des réseaux électriques où on ne peut pas transporter sur des longues distances. Mais pour des gros réseaux électriques interconnectés, ça sera toujours des grosses centrales. Donc les petits réacteurs, c'est pour les petits pays éloignés et non connectés aux autres. Donc oui, il faut développer ces petits réacteurs parce qu'il y a quand même un marché, mais c'est un petit peu un marché de niche, si vous voulez. Et il y a un effet de mode. Alors aujourd'hui, on dit « small is beautiful ». C'est un peu la mode du développement des petits réacteurs. Il y a un grand nombre de startups qui sont en train de se lancer en lançant chacun son réacteur. Mais ça ne sera, à mon sens, jamais compétitif pour un gros réseau électrique interconnecté. Le kilowattheure coûtera beaucoup plus cher avec ces réacteurs, mais ça peut néanmoins être intéressant pour des lieux reculés ou pour certains industriels qui veulent maîtriser eux-mêmes toute la chaîne et avoir leur propre réacteur. Par exemple, l'industrie de l'aluminium ou l'industrie de l'extraction des pétroles lourds au nord de l'Alberta, au Canada. Donc ça peut être utile d'avoir, dans ces cas-là, des réacteurs. Certaines industries, certains lieux spécifiques, mais pour la France métropolitaine, continentale, ça ne changera pas grand-chose. On a des gros réacteurs aujourd'hui, on aura des gros réacteurs demain. Les petits réacteurs, on peut les développer et c'est bien de se positionner sur ce marché-là. Donc, j'y suis favorable, mais il n'y aura pas beaucoup d'applications sur le marché français lui-même. D'accord. Et pour la sortie de crise, est-ce qu'il y aura des solutions à moyen, long ou pas du tout ? Alors, je pense qu'il faut distinguer le court, le moyen et le long terme. Vous avez raison, Béatrice. D'abord, sur le court terme, donc pour passer l'hiver, on est sorti d'affaires, mais pas complètement quand même. D'accord. Il faut se souvenir que la plus grande épisode de froid qu'on a eu ces 20 dernières années, c'était en février 2012. Et c'était la première quinzaine de février. Aujourd'hui, on est encore en janvier, à la mi-janvier. Oui. Donc, on ne peut pas prédire la météo au-delà de 8-10 jours. Oui, mais j'entendais ce matin à la radio, il disait qu'il y a une petite alerte pour la deuxième quinzaine de février. Non, mais on ne sait pas. La météo est imprédictible au-delà de 10 jours. C'est de l'ordre de Madame Soleil. Oui. Donc, on ne sait pas. Et le dernier épisode de froid, alors à partir de mars, c'est l'approche du printemps, le climat se réchauffe, enfin la météo redevient meilleure parce que l'été est l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au Soleil, etc., les saisons. Donc à partir de mars, on est à peu près sorti d'affaires. En février, on ne peut rien garantir. Rien du tout. Donc, dernier épisode de grand froid, première quinzaine de février 2012. À ce moment-là, on a eu besoin de 100 gigawatts de puissance.
Oh. Aujourd'hui, on les a pas, les 100 mégawatts. D'accord. Si ce grand froid concerne toute l'Europe, ce qui arrive assez souvent quand il y a un épisode de froid, c'est pas un seul pays, ça peut être tous les pays environnants. À ce moment-là, on ne pourra pas non plus importer, puisque les autres pays auront besoin de leur électricité pour eux-mêmes. Ils ont eux-mêmes pas beaucoup de Bien gaz. sûr. Voilà. Et donc, on peut se retrouver encore. Brad. Ça se présente plutôt pas mal, mais il y a encore des incertitudes, même sur cet hiver. Et ça, c'est le court Voilà. terme. Et pourquoi Après, ça se présente pas mal? Parce que le début de l'hiver étant relativement chaud, Oui. on n'a pas brûlé, on a fait On des a grosses stocké. réserves de gaz le plus qu'on a pu, Ok. et on n'a pas trop vidé nos réserves de gaz. Donc, si on a un épisode de froid maintenant, on bénéficie des réserves de gaz que grâce au fait qu'il n'a pas fait trop froid, on a des réserves de gaz plutôt pas mal garnies là. D'accord. Donc, on devrait pouvoir passer l'hiver en faisant recours au gaz s'il y a besoin. Voilà. Mais c'est pas complètement gagné encore pour cette année. D'accord. Et surtout, ça risque d'être plus inquiétant pour l'année prochaine, parce que les réserves de gaz qu'on a cette année étaient faites sur le début de l'année 2022, où Poutine nous envoyait encore du gaz jusqu'à la guerre en Ukraine et jusqu'à l'été 2022. En gros, Poutine nous livrait le gaz. Mm. Mais là, les livraisons sont stoppées. Et même si on voulait reprendre, on ne peut pas, puisque le gazoduc est, Et pour un cassé. certain temps, Hors service. détruit hors service. Et il faudrait au minimum plusieurs mois pour le réparer. Et tant que la guerre en Ukraine n'est pas finie, en gros, c'est même pas la peine d'y D'y compter. penser. Voilà. Et comme les intérêts américains vont dans le sens où il ne faut pas Le redémarrer gaz. ce gazoduc, parce qu'on Ouais, leur achète il va- le GNL à ouais. la place 5 fois plus cher, Bien sûr. eux, ils sont très contents d'exporter leur gaz hors de Et d'un prix. point de vue Et donc, c'est écologique- peut-être pas prêt de redémarrer, même si techniquement, on pourrait. Alors, d'un point de vue écologique, ce gaz que nous fournit les Américains, il est pire que le gaz qu'on avait de la Alors, Russie. sur le plan chimique, c'est le même gaz, c'est du D'accord. méthane, Oui. c'est H4, c'est la même molécule, si vous voulez, Oui. mais comme elle est exploitée différemment, Oui, en Russie, on a d'énormes gisements de gaz où il suffit d'en gros de faire un trou dans la terre et vous avez le gaz qui sort, c'est très abondant et donc c'est pas cher à exploiter. oui. Et ensuite, on met ça dans un gazoduc et on peut le transporter sur quelques milliers de kilomètres, mais pas beaucoup plus, et ça vient en Europe. Le gaz américain, c'est du gaz qui est beaucoup plus dilué dans un très grand nombre de petits réservoirs, donc il est plus difficile à aller chercher. On y va avec des techniques nouvelles qui sont apparues depuis environ début des années 2010, 2012, 2015, qu'on appelle le gaz de schiste avec la fracturation hydraulique. Facturation. Donc on fait des trous, on injecte de l'eau dans ces trous, et puis on donne des coups de boutoir avec la pression pour fracturer les roches, ce qui permet au gaz, il y en a un Ouais, petit peu de partout, mais s'échapper, beaucoup nulle ouais. part, de s'échapper, et on le récupère à la sortie du tuyau. Donc cette technique-là est consommatrice un petit peu d'énergie, il y a des fuites de gaz un petit peu aussi, et donc c'est moins écologique au stade de la production. Mais la molécule qui sort est exactement la même, D'accord. c'est du Oui, CH4, c'est en du ça méthane. qu'elle Donc est- pour brûler dans sa cuisinière, ça marche pareil. Pour mettre dans les bateaux qui transportent le GNL, ça marche pareil. C'est le même produit, le même transport, etc. Sauf que ça coûte plus cher à produire. Ah oui. Et le transport coûte Et à très cher transporter parce qu'il aussi, faut ouais. liquéfier ce gaz pour le transporter. Alors que dans le gazoduc, on le transforme sous forme gazeuse, on met le gaz dans un tuyau, on pousse le gaz et vas-y. Et il n'y a pas besoin de le liquéfier. Et l'opération de liquéfaction du gaz, il faut mettre une grande pression de plus de 100 atmosphères. Et il faut Donc le il faut transporter. liquéfier, il faut beaucoup appuyer. Du coup, il faut des compresseurs, ça consomme de l'énergie. Et du coup, il coûte beaucoup plus cher à l'arrivée parce que c'est techniquement plus compliqué et qu'on a consommé beaucoup d'énergie juste pour le comprimer et le transporter dans les bateaux. Waouh. Voilà, c'est un peu technique tout C'est- ça. Non, mais très intéressant. Et j'ai une dernière question, mais là, c'est de l'ordre, je ne sais pas où le placer. Mais qu'est-ce que vous pensez des moteurs de voitures électriques? Alors, je connais bien le sujet puisque j'ai moi-même une voiture électrique et je ne roule que en voiture électrique depuis plus de 10 ans. Oui, Donc, je roule, il y a deux manières de rouler, en local ou pour les grands trajets. Donc moi, je fais beaucoup en local, je emmène mon fils au lycée, je fais mes courses, etc., comme tout le monde. Et puis les grands trajets, c'est pour les vacances. On va voir les parents qui sont dans l'Aveyron, dans le sud de la France. Donc je suis un Français typique, si vous voulez, du point de vue des transports. Donc la voiture électrique répond extrêmement bien aux deux projets, aux deux types de déplacements qu'on peut avoir. Donc moi, depuis 2012, je suis 100% voiture électrique. Donc oui, la voiture électrique est une solution à la question des transports qui permet de nous affranchir du pétrole. d'accord. Voilà Ouais. pour la réponse rapide Oui. à votre question. Et même pour les grands Merci. trajets, du coup parce que Même c'est pour les ça. grands trajets, moi mon trajet Ouais. typique il fait 700 km, souvent je vais à Montpellier, donc à ce moment-là ça fait presque 800 km. Aucun problème, je m'arrête 2 fois 30 Ouais. à 40 minutes. Voilà, et ça marche très bien. À long terme, ça coûte beaucoup moins cher qu'une voiture à essence, parce qu'on paye, Oui, bien non sûr. seulement on paye pas l'électricité 1 euro le litre ou 2 euros le litre, mais un plein d'essence de voiture électrique c'est 5 euros. Hein. Donc, c'est pas du tout le même tarif. Et surtout, il y a un autre bienfait écologique que beaucoup de gens n'ont pas encore compris ni vu, donc ça mérite d'être souligné ici. C'est que la durabilité d'une voiture à essence, c'est environ 300 000 km.
En général, on achète sa voiture quand elle a 300 000 km. Ouais, On la jette, un jour on a une panne, ça coûte trop cher de remplacer le moteur, donc on s'en sépare. La durabilité d'une voiture électrique, s'il y a une condition, si on fait attention de bien traiter sa batterie, c'est-à-dire de ne pas la recharger trop vite, ou la décharger trop vite, ou la recharger trop, ou la décharger trop. C'est-à-dire qu'il faut éviter de charger à 100%. Il vaut mieux recharger, c'est comme pour son iPhone, 80. ou son téléphone smartphone. Il vaut mieux la recharger à 80% et ne jamais descendre en dessous de 20%. À ce moment, la durée de vie de votre batterie va être multipliée, pas juste augmenter de 10% ou 20%, mais elle va être multipliée par 4, 5 ou 10, la longévité de la batterie. Je savais pas. C'est très important, même pour votre téléphone. Donc, quand on recharge sa voiture électrique, on recharge jamais à 100%, sauf la veille d'un très grand déplacement, où on a besoin de tous les kilomètres. Mais quand on sait qu'on va rouler en ville, on recharge au maximum à 80%. Et on n'attend pas qu'elle soit à 0% pour remettre de l'électricité dans la batterie. On remet dès qu'on est à 30%, 20%. Donc, le mieux, c'est d'osciller, si on peut, entre 30 et 70%. Restez au milieu. À ce moment-là, la durée de vie de votre batterie, elle est multipliée par 10 et votre batterie, elle fera 1 million de kilomètres. Wow. Donc, on n'est pas sur une voiture qui dure 1 million de kilomètres. Le moteur électrique, il ne s'use pas. Il n'y a pas besoin de le remplacer. Il n'y a pas de maintenance. Il n'y a pas de vidange. Il n'y a pas d'allumage. Il n'y a pas de bougie à changer. Il n'y a pas d'embrayage. Il n'y a pas de vitesse. Donc, il y a très peu d'entretien. Donc, vous avez 0 frais de réparation, même quand la voiture est vieille. Les pannes sont très rares. Ça peut tomber en panne, comme tout, mais c'est très rare, une panne sur un moteur électrique, parce qu'en fait, il n'y a rien qui se change, il n'y a rien qui s'use. Donc, la voiture électrique coûte beaucoup moins cher, coûte plus cher à l'achat, mais beaucoup moins cher à l'usage. Et puis, il n'y a pas les frais de carburant. Comme je vous disais, un plein, c'est 5 €. Donc, quand vous êtes sur une station-service d'autoroute qui vous vend l'électricité à un prix délirant sous prétexte que c'est sur l'autoroute, le plein, il va vous coûter, moi, il me coûte 20 à 30 € sur l'autoroute. Et donc, je vais faire 2 pleins à 20 €. Avant, quand l'essence était à 1 € le litre, ça me coûtait 70 € pour faire le même trajet. Là, je vais faire un trajet qui me coûte entre 10 et 30 € maximum. Donc, même en payant l'électricité chère sur une station d'autoroute. Et la première moitié du trajet, les premiers 300-400 km, vous les faites avec l'électricité chargée chez vous. Donc, pas cher. Donc, il n'y a que la deuxième moitié du trajet où on va payer le prix de la station-service d'autoroute. En tout cas, vous êtes et quand vous connaissez un petit peu les bonnes bornes... Donc, monsieur Tesla, il a tout compris. Elon Musk a tout compris. Il a tout bon. Absolument. Et ces voitures sont d'excellentes voitures. Un peu chères, mais il vient de baisser les prix de 20%. Hein. Oui. Donc, les Tesla, aujourd'hui, coûtent moins cher que toutes les autres voitures Volkswagen, Hyundai, etc., qui existent sur le marché. C'est-à-dire que bientôt, on aura une Tesla pour moins cher que les voitures des concurrents. Sachant qu'il y a le bonus écologique qui a été remis en place par l'État pour les voitures électriques. Reconduit, mais légèrement diminué quand même. Ouais, donc avant, une Tesla, globalement, c'était environ 45 000 €. Maintenant, c'est 38 000 €, 39 000 €. Wow, on trouve à moins de 40 000 €. Ça va, ouais. Et après, c'est une voiture qui va vous durer toute votre vie et qui va pouvoir rouler 1 million de kilomètres et plus. Puisque certaines des nouvelles Tesla sont même garanties 1 million de miles, c'est-à-dire presque 2 millions de kilomètres. Wow. Donc, à condition de faire attention, de bien la recharger, de ne pas trop épuiser, de bien traiter sa batterie, si vous voulez. Très bien. Voilà. Donc, finalement, une voiture électrique, c'est un tout petit peu plus cher à l'achat, les prix diminuent, mais c'est beaucoup moins cher à l'usage, ce qui fait que le prix du kilomètre parcouru est divisé par 2 à 3 par rapport au prix d'une voiture essence. Donc, tout le monde qui peut a intérêt, même de point de vue bassement financier, à s'acheter une voiture électrique. Wow. Et c'est vrai que vous passerez 2 fois une demi-heure sur un trajet de 8 ou 10 heures, vous passerez 2 fois une demi-heure ou 1 heure à recharger votre voiture. Après, on apprend son temps. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Content, en tout cas. Merci à vous, Béatrice. Voilà. Et puis, on passe à Hélène pour la partie amour. Oui. Tu nous as dit l'amour de soi. Voilà, tout à fait. Alors, pour faire la transition, moi, je vais vous parler d'une énergie qui est totalement gratuite, totalement renouvelable et totalement inépuisable. Ça, je pense que il n'y en a pas beaucoup des comme ça, donc c'est l'amour. Et effectivement, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de l'idée que vous êtes responsable de votre propre bonheur. Donc, moi, je vois souvent des gens qui se disent « Oui, moi, je serai heureuse quand j'aurai trouvé la bonne personne, quand quelqu'un d'autre va pouvoir répondre à mes besoins. » En fait, ça ne marche pas comme ça. Le bonheur, c'est individuel. Avant tout. Donc, quand on a compris ça, déjà, on peut avancer beaucoup. Voilà, exactement. Aucune personne extérieure à vous ne peut répondre à tous vos besoins. Et tant mieux, hein, quelque part, parce que c'est normal, vous êtes unique et vous êtes la seule personne à connaître vos besoins et à savoir de quoi vous avez besoin si vous vous posez la question. Parce que souvent, le problème, c'est plutôt ça. C'est qu'on ne se pose pas la bonne question.
Donc, aujourd'hui, moi, je voulais vous donner effectivement, vous parler de l'amour de soi, parce qu'on dit souvent, oui, il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer d'autres personnes. Alors, une fois qu'on sait ça, on ne sait pas comment faire. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire, et c'est souvent dans des petites habitudes, c'est pas forcément des choses spectaculaires, mais il y a des outils de psychologie, de coaching qui peuvent vous aider à faire ça. Donc, je voulais vous en donner 2-3 pour que vous sachiez quoi faire. Donc, par exemple, là, je vous ai mis un petit post-it qui était « Je suis responsable de mon propre bonheur ». Donc, votre cerveau, il a besoin des fois d'un message simple. Et en fait, on lui envoie des messages contradictoires. Donc, oui, j'aimerais bien être heureux, mais en même temps, j'ai ceci, j'ai cela, je dois m'occuper de mon travail, etc. Donc, du coup, il ne sait pas ce que vous voulez. Donc, quelquefois, il faut le convaincre d'une manière simple. Donc, vous pouvez coller un post-it en vous mettant, c'est la mode un petit peu sur Instagram, etc., des mantras positifs. C'est utile si vous les répétez, si vous en servez. Voilà. Donc là, si vous mettez ce post-it, même si vous n'y croyez pas tout de suite, vous le mettez à un endroit où vous le voyez souvent, et tous les jours, vous allez y penser. Et petit à petit, votre cerveau va l'intégrer. Il va faire une nouvelle connexion neuronale, et puis il faut savoir ce qu'il y a derrière. Donc voilà, donc on peut voir la deuxième planche. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable de son propre bonheur ? Donc comme je vous disais, c'est d'abord savoir et avoir la certitude que personne ne peut faire votre bonheur à votre place. Et vraiment, très concrètement, c'est tous les jours, on attend que ça soit les autres qui nous apportent, qu'on ait des bonnes nouvelles, qu'on gagne de l'argent, qu'on ait la plus belle maison, etc. pour trouver le bonheur. Est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin ? On n'a pas tous la même recette, donc il faut se poser la question de quelle est sa recette. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir que ça dépend d'abord de vous, plus que de la chance, plus que du contexte. Bien sûr, hein, la vie nous apporte toujours des mauvaises choses, on n'en part pas tous égaux, etc. Et moi, je connais des gens qui partent avec très peu de choses et qui arrivent à être heureux quand même. Et c'est aussi ce qui peut expliquer, on peut se poser la question, nous, on est dans un pays développé, on a relativement du confort, et malgré tout, on est les champions des antidépresseurs, etc. Alors que dans d'autres pays, vous allez, je ne sais pas moi, à Cuba, ils ont très peu de choses, et quelquefois, vous voyez qu'ils ont plus un certain taux de bonheur, un peu plus... Mais ils ont le soleil. Parce qu'ils se contentent de peu aussi. Oui, ils peuvent se contenter de peu. En fait, il faut se rappeler que vous avez toujours du positif dans toutes les situations, et donc même si vous n'avez pas grand-chose matériellement, ça c'est le problème de qu'est-ce qu'on a matériellement. Vous avez toujours des gens autour de vous, des amis, vous pouvez chanter, vous pouvez faire plein de choses, donc on a chacun sa recette, mais il y a des choses qui nous font du bien et qui sont finalement accessibles sans avoir de moyens matériels. Et en amour, c'est pareil, c'est pas une question de chance, pas une question de contexte. C'est pas d'avoir la plus belle personne de la pièce, etc. Ce qui compte, c'est la personne qui va vraiment vous correspondre. Et comment vous pouvez savoir si elle vous correspond si vous ne connaissez pas vous-même ce qui fait votre bonheur. Donc, vous voulez faire entrer... Évidemment, quelqu'un peut contribuer au bonheur, peut l'enrichir, peut le faire rayonner davantage. Donc, il peut apporter à votre bonheur, mais c'est bien si vous avez déjà votre propre recette, que vous la proposez, et là, vous verrez si la personne peut intégrer votre recette, ou ça lui parle et il a envie d'ajouter quelque chose. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Évidemment, le couple va vous permettre d'être plus heureux. Moi, j'en suis persuadée, sinon je ne ferais pas ce métier. Ça peut aussi vous permettre d'être plus malheureux si vous choisissez pas bien, et effectivement, ça peut pourrir le reste. C'est là où c'est important de revenir à soi et de se dire, oui, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que je recherche ? Qu'est-ce que ce couple doit m'apporter ? Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter ? Votre bonheur, vous pouvez vous en occuper et vous donner de l'amour au quotidien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le bonheur, que l'amour ou le bonheur, c'est des vases communicants. Donc je dois en recevoir des autres. Et si j'en donne, si je m'en donne, je vais pas en donner aux autres, etc. Bon, ça fonctionne pas comme ça. Plus vous vous en donnez, plus les autres ont envie de vous en donner, en fait, parce que ils vont avoir tendance à vous croire. Donc finalement, si vous traitez pas très bien, vous donnez la permission aux autres de ne pas vous traiter très bien. Donc ça, c'est ça qui est souvent un peu contre-intuitif. Vous voyez, je vous ai mis un petit tonneau d'amour. Dites-vous que vous pouvez pas... Parce que souvent, on a des prétextes. On se dit, oui, mais moi, je m'occupe des autres. Ouais. Je donne de l'amour à mes enfants. Je donne de l'amour à mes clients, etc. Mais si votre tonneau, il est vide, vous n'avez rien à donner, en fait. Donc, il faut toujours commencer par soi. Faut être un petit peu... C'est là où il faut être égoïste dans le bon sens. Et se dire, je vais me donner d'abord de l'amour à moi-même. Et après, j'aurai plein d'énergie. Quand mon tonneau sera plein, j'aurai plein d'énergie pour la distribuer autour de moi, et puis on m'en redonnera aussi en retour.
Donc c'est là où l'idée, donc je vous le dis là, je vous ai mis beaucoup de choses, c'est juste pour vous donner une idée. Donc vous pouvez vous mettre en priorité, vous respecter, vous faire respecter. Donc tout ça c'est important et dans les relations amoureuses ça va être très important. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi. C'est important de connaître ses propres besoins et d'y répondre. Vous n'avez pas que les relations amoureuses pour répondre à vos besoins. Vous avez donc des amis, de la famille. Donc on a un besoin relationnel en tant qu'être humain. Nous sommes des êtres sociaux, avec plus ou moins de dosage. Il y a des gens qui sont plus à l'aise seuls que d'autres, évidemment. Mais encore une fois, on peut pas rester tout seul dans son coin, dans sa caverne, sans rien du tout. On est forcément connecté, même ne serait-ce que pour avoir le minimum vital. Donc bien sûr, c'est un besoin qui est important, mais vous n'êtes pas obligé de tout attendre d'une seule personne. Avant, même pour élever les enfants maintenant, quelque part, je pensais à ça parce que moi je suis maman, et c'est vrai que quand on est maman solo notamment, on a tendance à vouloir se sacrifier un peu pour ses enfants, en se disant, en essayant de combler peut-être d'autres, on imagine qu'il leur manque des choses sinon. Mais en fait, c'est pas une bonne idée de dire, de se sacrifier pour ses enfants, puis après de leur dire fais ce que tu veux dans la vie, aime-toi, pense à toi, en leur montrant tout à fait le contraire. Donc en fait, on leur rend pas service en faisant ça. Et donc il faut trouver le temps. Il faut plutôt se dire si moi je me donne un petit peu d'amour, je vais pouvoir aussi déjà je leur montre l'exemple, et puis je vais pouvoir leur en donner plus, mais de mieux finalement. Donc c'est important de pas s'oublier, de pas se sacrifier, et aussi de s'exprimer. Donc dans ces relations, on a des gens qui nous prennent de l'énergie et d'autres qui nous en donnent. Et donc c'est important aussi, donc je dis bien, on peut bien s'entourer et protéger son énergie. 200 kilos... 200 watts. Voilà, finalement, elle est précieuse. Notre énergie, elle est précieuse. Donc, on peut aller la nourrir. On n'est pas des réacteurs nucléaires. Voilà. Et finalement, presque souvent, la personne à qui on donne le moins d'amour, c'est bien à soi-même. Moi, j'ai ma petite théorie pour pourquoi c'est difficile de s'aimer soi-même. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous y réfléchissez, vous vous parlez 60 000 fois par jour dans votre cerveau. Vous êtes la personne à qui vous parlez le plus. Et souvent, vous ne vous parlez pas très bien. C'est vrai. Vous avez tendance à vous dire oui, là t'es nul, là t'as raté quelque chose, mais vraiment qu'est-ce que t'as fait, etc. Vous diriez pas ça à votre meilleur ami. Donc là j'ai mis au féminin parce que j'ai mis en moi, mais ça marche qu'on soit un homme ou une femme évidemment. Observez-vous, ça c'est aussi une façon. Observez-vous comment vous vous parlez. Et on a souvent quand même la petite voix qui vient de plein de choses qu'on a intégrées, bien sûr. Je vais pas vous faire toute l'origine, mais le plus important, c'est pas de savoir pourquoi, c'est de constater où vous en êtes, de vous rendre compte. Et de corriger. Et vous pouvez corriger. Vous dites, non, mais c'est pas vrai, t'es pas nul. Bon, tu as raté quelque chose, mais c'est normal. Quand on rate, on apprend. La prochaine fois, tu feras mieux. Et tout de suite, on n'a plus la même énergie quand on se parle différemment. Donc, c'est bien de s'observer déjà. Commencer par se dire, ok, mais pourquoi je me dis ça vraiment. Et de changer et de se dire, ok, je rajoute du positif. On peut pas tout le temps commencer par enlever le négatif, mais se dire, je peux rajouter du positif. Et au fur et à mesure, je vais prendre l'habitude de mettre plus de positif. Et pour ça, donc je vais vous donner un autre outil qui est assez connu, mais on ne sait pas toujours des fois comment l'appliquer. Donc pour la dernière planche, ça s'appelle, moi j'appelle ça l'exercice de gratitude. Donc ça peut aussi être aussi très à la mode sur Instagram, donc on connaît. Ou plus, pour ceux qui connaissent Florence Servan-Schreiber, donc c'est de la psychologie positive, elle avait écrit un livre qui s'appelait 3 kiffs par jour. Donc c'est le même principe. L'idée, c'est de noter au moins 3 choses par jour que vous aimez, qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous donnent de la fierté, etc. Parce que c'est votre recette du bonheur personnel. C'est pas celle du voisin, pas celle de la voisine. Et moi, je conseille, souvent on me dit, bah oui, donc j'y pense, je le fais avant de me coucher, j'y pense dans ma tête. Non, notez-le dans un carnet où il y a l'autre version qui est un peu plus girly, qui est peut-être de mettre sur des post-it et de les collectionner dans un bocal. Parce que c'est visuel aussi. Déjà, vous engagez votre corps, pas seulement votre cerveau. Et ça, c'est important d'engager son corps et son cœur. Le cœur, vous l'engagez en parlant de choses qui vous font du bien, en fait, qui vous créent des émotions positives. Et le corps, vous l'engagez en écrivant et en faisant quelque chose de physique, c'est-à-dire le carnet, le bocal, c'est physique, vous le voyez. Votre cerveau aussi le voit, c'est visuel. Et tout est lié. Donc, c'est important que ça soit une action et pas seulement une pensée. Et surtout, vous l'accumulez. Vous pouvez le relire. Vous
pouvez, à la fin On va voir l'évolution. au bout de quelques semaines, vous ouvrez votre bocal, vous sortez les papiers, vous dites ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et vous avez en fait votre recette personnelle du bonheur. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut l'appliquer. C'est se dire savoir que c'est bien de penser à 3 choses positives par jour. Super, mais ce qui va vraiment me servir, c'est la régularité, c'est de le faire, d'en faire une action, de le prendre comme une habitude, un petit peu comme vous dites, le soir, je me brosse les dents et je fais mon exercice de gratitude. Moi, je l'ai mis en place avec mes enfants. Ils aiment bien, d'ailleurs. On le fait pas tous les jours, mais presque. Et c'est vrai que je leur donne cette habitude de mettre du positif tous les jours et de se rappeler que, parce que notre cerveau aussi a une tendance à se focaliser sur le négatif. Pourquoi ? Parce que en mode survie, on a besoin de repérer d'abord le négatif, sauf que, encore une fois, nous ne sommes pas en danger tout le temps dans notre vie quotidienne, et on a surtout besoin de compenser avec le positif. Mais le positif, on va vite l'oublier, en fait. Donc, c'est bien de le fixer quelque part, parce que vous allez l'accumuler. D'accord. Et donc, toutes ces petites gratitudes que vous aurez mis de côté, quand vous les aurez regardées, vous dites « Ah oui, donc, en fait, ce qui me fait du bien, c'est ça, 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 ça. » Donc, c'est ce que je vais mettre c'est ce que je veux avoir tous les jours. Et tous les jours, vous allez pouvoir repérer, en fait, les choses qui vous font du bien. Celles qui vous font moins de bien, vous allez moins les faire. Et petit à petit, vous allez vous sentir plus heureux. Et quand vous serez plus heureux, plus heureuse, vous n'attirerez pas non plus les mêmes personnes. Et vous aurez des gens qui viennent vous donner de l'énergie plutôt que vous en prendre, y compris dans votre vie amoureuse, évidemment. Parfait. Un super petite recette, Merci, petit Hélène. conseil. Merci. Beaucoup. Et puis, je vous remercie tous, les invités, d'être venus. Et quant à nous, c'est la fin de ce mag et on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.